Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission Entre copines. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces gens qu'on appelle les pervers narcissiques. En tout cas, nos invités de ce soir ont vécu avec. Des phrases assassines, le manque de respect en public. Elles ont vécu des moments de grande humiliation. Pourtant, leur histoire a bien commencé. Elles pensaient même avoir trouvé la perle rare. Charismatique, intelligent, drôle, elles pensaient avoir en eux ces qualités-là. L'image de l'homme idéal s'est très vite estompée. Il est devenu jaloux, violent, manipulateur. Elles sont tombées entre les mains d'un pervers narcissique. Comment reconnaître un pervers narcissique? Comment fait-on pour s'en sortir? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essaierons de répondre ce soir. Merci de rester avec nous. Entre copines, l'émission qui s'adresse aux femmes, avec les femmes et pour les femmes. Ce soir, nous ne sommes peut-être pas seulement entre copines. Nous avons un invité de marque. Nous avons un médecin, un psychiatre, Monsieur Toguin, Michael. Bonsoir. Bonsoir, bien ça. Je suis ravie de vous avoir sur notre plateau. Ah, le plaisir est partagé. Vous êtes psychiatre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est qu'un psychiatre? Bon, un psychiatre, déjà à la base, c'est un médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui a fait des études médicales. À la base, je suis médecin généraliste. Et par la suite, je me suis spécialisé en psychiatrie. Comme d'aucuns ont fait chirurgie, cardiologie et ainsi de suite. Donc maintenant, la particularité de la psychiatrie, c'est que nous sommes spécialistes du comportement humain. Maintenant, bon, dans le comportement, on inclut habituellement 3 dimensions. Hein. Il y a l'attitude, ce qui est observable, ce qu'on voit quelqu'un faire. Il y a la pensée, l'intellect, le raisonnement, tout ça. Et le dernier aspect maintenant, c'est l'émotion. Ok, je me sens content, fatigué, fâché, irrité, tout ça. Donc, voilà ce dans quoi le psychiatre se spécialise. Tout comme le cardiologue se spécialise sur le cœur et les vaisseaux. Le neurologue sur le cerveau et les voies nerveuses, ainsi de suite. Alors, le psychiatre, c'est le docteur du comportement. Oui, disons ça comme ça. Pour faire facile. Oui, c'est ça. Ok, je suis heureuse de vous avoir là. Ok, oui. Tout juste à côté de vous, j'ai Marie-Apollinaire Ombeokol. J'y arrive aujourd'hui. Bonsoir Marie-Apollinaire. Bonjour Madame Hermine, c'est toujours un plaisir de revenir à la maison, surtout quand il s'agit de parler de tous les problèmes que nous les femmes nous rencontrons aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur. Habitué de ce plateau, comme vous l'avez si bien dit. Oui, on peut dire que je suis déjà habituée, hein, parce que... Je suis contente que tu sois là ce soir. Ouais, moi aussi. Alors, à mon extrême gauche, j'ai Madame Etonde, une autre habituée d'ici. Bonsoir Madame. Bonsoir, bonsoir Emine, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un bonsoir particulier au docteur Toguin avec qui je travaille dans le secteur privé. Ouais. Moi, je suis... Je vais le dire, vous êtes assistante sociale, vous êtes aussi spécialiste de la santé mentale. Oui, je suis travailleuse sociale, accompagnatrice psychosociale, Okay. donc spécialiste en santé mentale. Ça veut dire que je suis spécialisée dans des questions de bien-être. Tout ce qui concerne le bien-être des humains, le bien-être, le mal-être. C'est-à-dire quelqu'un a un problème de dépression, quelqu'un a trop stressé, quelqu'un, comme dans le cas de la maladie, oui. Il y a le traitement médical et il y a la psychothérapie. Donc moi, je suis dans la psychothérapie. Vous êtes plutôt beaucoup plus conseil? Oui, conseil, accompagnement, apaisement, assurance, c'est-à-dire tout ce qui permet que la personne récupère sur le plan mental, qu'elle se sente bien. Oui. Tout ce qui inclut le bien-être des clients, des humains. Merci d'être là. Merci. Tout juste à côté de moi, j'ai Armel Benje. Je suis contente de la voir parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes technicienne vidéo. Oui. Un service ici à Spectrum Télévision même. Bien évidemment. Alors, dites-moi, c'est quoi une technicienne vidéo? Bon, une technicienne vidéo, dans mon cas, est chargée d'installer, de faire la maintenance des équipements audiovisuels. Oui. Donc, en studio, généralement, comme c'est le cas aujourd'hui, quand il y a un souci, c'est nous qui débarquons pour résoudre le problème. Je suis contente que tu sois là. Merci. Dis-moi aussi que tu es contente d'être là. Ah, très très contente. Alors, merci de votre présence, d'honorer ce plateau de votre présence. Je vais commencer par le docteur. Le docteur, s'il vous plaît, dites-nous, c'est quoi un pervers narcissique? Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous définir ce que c'est qu'un pervers narcissique? Bon,
Un pervers narcissique, pour dire simple, hein, ça se reconnaît au fait que ce soit quelqu'un qui aime, en fait, qui a une surestimation de soi, surestimation, qui veut être au centre de l'attention et qui, par conséquent, méprise le fait qu'on lui fasse ombrage. Et donc, par conséquent, va mépriser tous ceux qui ne le glorifient pas. Okay? Et en fait, l'élément fondamental, c'est ça. Il aime être au centre, il aime être au-dessus, il aime être glorifié. Okay. Et par conséquent, il n'a pas de temps pour considérer la position des autres, le ressenti des autres. Si vous avez mal, tant pis. Tout ce qui importe, c'est comment lui se sent. C'est le fait qu'il soit au centre. Donc, c'est vraiment ça l'élément fondamental. Le fait de vouloir être au centre et de mépriser les autres, le faisant. Alors, Marie Apollinaire, vous avez vécu avec ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre rencontre? Comment vous vous rencontrez? À entendre le docteur tout à l'heure, je me suis souvenue d'une personne avec qui j'ai eu à passer quelques temps. Et d'après les éléments que le docteur a soulignés, je retrouve le comportement... On va commencer par comment tu rencontres la personne. On y arrive. Comment tu fais sa connaissance? Dans quelles circonstances? En quelques mots. Ok, j'ai fait la rencontre de la personne dans un taxi, dans un véhicule. Oui. Voilà, et au premier regard, c'était quelqu'un de tellement attentionné et souriant. Oui. Voilà. Alors, dans quel état d'esprit étiez-vous? Vous étiez disposé à avoir une relation? C'était quoi votre état d'esprit au moment de la rencontre? Au moment de la rencontre, pour dire la vérité, j'étais un peu stressée. Donc, je n'étais pas dans mes états. Oui. Parce que je sortais d'une relation qui était aussi un peu capricieux. Mais lorsque j'ai rencontré cette personne, il a su me redonner le sourire par sa façon de se comporter envers moi. Comme j'ai souligné tout à l'heure, il était souriant, attentionné. Donc pour lui, j'étais comme, je sais pas, comme un dieu, peut-être c'est trop dit, comme un œuf, voilà. C'est ça le mot, j'étais comme un œuf pour lui. Donc il a su me redonner l'envie de vivre. Des mots gentils, beaucoup d'attention. Oui, des mots gentils, beaucoup d'attention. Donc, il ne vivait que pour moi, en fait. Donc, enfin, c'est ce qui vous faisait croire. C'est ce qui me faisait croire, oui, à ce moment-là. Okay. Oui. Mais à partir de quel moment, vous vous êtes dit qu'il n'est pas celui qu'il vous a montré au début? Est-ce qu'il y a eu un mot, un geste, un comportement qui vous a alerté? Oui, par moments, il affichait des comportements vraiment, comment dire. Donc, c'est le genre de personne qui aime se sentir supérieur. Quand vous vous retrouvez quand vous êtes avec des gens, il aime se sentir supérieur, il aime se prendre pour un dieu à un certain moment. Et j'ai constaté que lorsque il vous blesse, il se sent plus heureux, il est en joie. Il se sent supérieur. Donc, il aime se prendre pour un dieu, comme j'ai dit, au fait. Okay. Oui. Alors, Madame Etonde, dites-moi, est-ce qu'il est possible, au premier abord, dès les premiers moments, d'identifier un PV narcissique? Ce n'est pas écrit sur le fond de quelqu'un. Donc, il faut dire que dans les relations entre hommes et femmes, au début, c'est toujours très agréable. Comme Marie Apollinaire dit, elle rencontre quelqu'un souriant, on est le centre du monde, et ainsi de suite. C'est difficile qu'on détecte que telle personne peut être pervers ou pas. Bon, peut-être que quand on est spécialiste, on peut voir dans le langage des relations qui peuvent aller plus loin ou pas. Mais pour des personnes qui ne savent même pas que ce genre de personnes existent, ils vont même voir des signes, mais ils ne comprendront pas que c'est des signes qui annoncent que la personne est un pervers. D'accord. Alors, vous avez vécu aussi avec un pervers narcissique. Dites-moi, c'était quoi les circonstances de votre rencontre? Comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, à l'époque, je vivais chez ma grand-mère et on puisait de l'eau au puits. Donc, en plein aqua, je traversais la route avec de l'eau sur la tête et il m'a interpellée. Bon, l'état où j'étais, pas vraiment propre, je me suis dit, si quelqu'un peut m'interpeller dans cet état, ça veut dire que vraiment c'est quelqu'un de bien. Ça me permet de demander, c'était quoi l'état d'esprit, justement? Quand vous parlez d'état, je pense physique, mais état d'esprit, c'était lequel?
Pour la petite histoire, j'avais été victime d'un prédateur sexuel dans le milieu du travail. Et ça m'avait fait changer radicalement ma manière de me vêtir, de me coiffer. J'ai taillé les cheveux, je me mettais au pantalon avec des grands vêtements. Bon, personne ne comprenait le pourquoi. Bon, pour ne pas expliquer vraiment ce qui se passe, parce qu'il fallait, comme c'était le travail, je ne savais pas comment m'y prendre. Donc je me suis dit, bon, il faut que je me camoufle le plus possible pour passer inaperçu. Alors vous vous cachiez, oui. Vous ne vouliez pas attirer le regard. Oui, donc j'évitais partout, je passais, je m'arrangeais à ce que mon vêtement ou ma façon de me mettre n'attire pas l'attention. L'attention, oui. Alors donc dès qu'il vous a interpellé, vous vous êtes dit, malgré ça, il y a quand même quelqu'un qui m'a vu. Oui, je me suis dit, bon, si je me cache autant et que quelqu'un me voit, ça veut dire que vraiment, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Alors comment il était au début? Comment il était? Il était attentionné, il vous faisait des cadeaux? Bon, il est très attentionné, très aimant, très jovial, très jovial. Et aussi, c'était quelqu'un de... En tout cas, il est encore vivant, c'est quelqu'un de très intelligent. Oui. Donc, quand on parlait d'où tu viens, ce que tu fais et tout, tu regardes son CV, c'est vraiment quelqu'un de très, très intelligent. Okay. Alors, nous avons tendu le micro et nous avons invité les autres au débat. On leur a demandé s'ils savent, s'ils ont déjà entendu parler d'un pervers narcissique. Je vous propose de les écouter et puis on se retrouve juste derrière. Je pense que le pervers narcissique n'est toujours pas du côté masculin. Au sein de la gente féminine, on en trouve aussi. Ce sont des personnes qui sont naturellement joviales, qui vivent avec des gens de manière normale, mais qui ont leur côté animal et qui veulent toujours dominer les autres. Je pense que c'est des situations qui ne sont pas psychologiquement acceptables et nous pensons que nous pouvons remédier avec l'aide des praticiens. Je prends l'exemple d'un couple, vous pouvez vous retrouver en couple. Moi j'ai vécu des situations comme ça, du voisinage, peut-être de certains membres de la famille. Les gens sont en couple, mais l'homme a tendance à piétiner la femme. La femme ne peut pas s'épanouir, la femme n'a pas de parole, la femme ne peut rien dire, la femme ne peut pas prendre des décisions. Quand il vient même, il prend des décisions, il ne tient pas compte de la femme. À un moment donné, il a tendance, même si la femme a fait des études, il a tendance à faire croire à la femme que la femme ne vaut rien, elle ne peut rien et elle n'est même pas capable de gérer une situation. Ça, vraiment, c'est alarmant, c'est pas normal pour une société qui veut évoluer, puisque la femme a quand même son mot à dire. Oui, les gens narcissiques, vraiment, il y en a. C'est un phénomène, le narcissisme est un phénomène, c'est une pathologie de la société. Parce que Dieu a créé les humains et leur a donné des recommandations. Quand Dieu dit « aime ta femme », ça ne veut pas dire que tu dois la dominer, tu dois la brimer, la femme est tellement importante, il faut l'intégrer dans tout ce que nous faisons et ne pas chercher une domination. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, d'autres s'organisent pour revendiquer des droits dans des associations, dans des forums, mais jusque-là, elles ont le droit de revendiquer. Et on doit accepter les femmes pour que l'harmonie existe dans le foyer. Il décourage constamment. Mais moi, d'après moi, je sais qu'un homme sans espoir ne vit pas. Donc moi, j'ai toujours espoir qu'un jour, ça pourra changer. Tous les foyers là, ici au Cameroun, la majorité sur 100, 70 vivent de ces pervers-là. Oui, oui. Puisque si on n'a pas tendance au Cameroun à vouloir toujours minimiser son compagnon ou bien etc., hein, on ne peut pas réussir un foyer au Cameroun. Il faut toujours rabaisser l'autre pour essayer de vivre une vie décente, quoi. Mais puisque la vie de couple ici au Cameroun, c'est qu'il doit toujours avoir un mâle dominant. Ça peut être vice-versa, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Mais quelqu'un qui doit dominer sur l'autre,
pour qu'il y ait vraiment la lumière dans la maison, pour qu'il y ait vraiment la paix. S'il n'y a pas de domination, on ne peut pas vivre vraiment un foyer normal. Oui, oui. Si tout le monde est au même pied d'égalité, ça ne peut pas donner. En fait, il y a quelqu'un qui doit dominer sur l'autre. Retour sur ce plateau, entre copines, l'émission qui parle aux femmes, avec les femmes. Nous parlons aujourd'hui des pervers narcissiques. Alors, docteur, est-ce qu'il est possible de nous donner des traits de caractère, des caractéristiques d'un pervers narcissique? Je pense que sur Internet, j'ai visité un peu, il y a une trentaine de traits de caractère. On va pas aller sur 30, mais on va aller sur les plus importants, je veux dire, ceux qu'on trouve le plus. Bon, c'est vrai qu'on a des traits de caractère d'un point de vue médical, ok. Mais disons une chose déjà qui est simple, comme on est dans le contexte de vie de couple, une chose qu'on peut facilement remarquer dans les débuts, c'est que quand on a affaire à une personne qui est narcissique, au début, il vous traite comme un trophée. Il faut bien comprendre. Quelqu'un peut vous aimer, il peut bien vous traiter, mais il ne vous traite pas comme un trophée. Okay. Parce qu'un trophée, on le glorifie, et on le glorifie même au point de mépriser les autres, okay, au nom de la glorification de ce trophée. Okay. Et on voit en ça une forme d'accomplissement et une raison de se vanter. Okay. Donc, dans cette relation-là, on voit qu'on est plus comme un outil de glorification aussi. Il te prend comme un outil de glorification. Parce qu'un trophée, on n'est pas fier du trophée, on est fier de soi par rapport au trophée qu'on a eu. Oui. Voilà, oui. Donc, ça, c'est déjà un peu un schéma qui peut éclairer un grand nombre en termes de vie de couple et de comment identifier de telles personnes au début. Mais sinon, c'est un point de vue purement médical. Habituellement, c'est quelqu'un qui aime être au centre de l'attention, qui va exagérer ses qualités, parce que justement, il veut que les gens trouvent en lui une personne importante, une personne puissante, et que les gens l'admirent. Un besoin de reconnaissance aussi. Oui, justement. Et dans cet élan-là, il va très mal se comporter envers celui qui pourrait lui faire ombrage. Donc si, par exemple, il sent que tu es aussi intelligent, ça veut dire que les gens pourraient t'admirer au lieu de l'admirer. Oui. Et donc, il va te mépriser. Il pourra même te détruire, en fait. Il va être très jaloux, parce que tu fais ombrage à sa gloire. Okay. Tu viens éteindre sa lumière. Oui, justement. Oui. Et de la même façon, quand il sent qu'il marche sur quelqu'un, c'est une preuve qu'il est au-dessus. Donc c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que le fait de faire souffrir un partenaire, ça lui fait plaisir. Ouais. Okay. Le fait d'instrumentaliser les autres, d'exploiter les autres, c'est une forme d'asservissement et c'est une preuve qu'il est au-dessus d'eux. Okay. Donc, le trait de caractère fondamental, c'est que c'est quelqu'un qui tolère mal qu'on le remette en cause. Il faut qu'il ait toujours raison. Il doit être au centre de l'attention. Et toute personne qui fait ombrage au fait qu'il soit au centre, c'est une personne qui va menacer, qui va détruire. Okay. Et dans cette démarche-là, donc, il éprouve de la satisfaction aussi à exploiter les autres, à manipuler les autres. Et dans ça, la souffrance des autres, il y tient un plaisir. Okay. Maintenant, après aussi, on va constater que pour que ce schéma de vie puisse perdurer sur le temps, il faudrait bien évidemment qu'il ne soit pas sensible à la douleur d'autrui. Oui. Parce que quand il fait ça, les gens souffrent de son comportement. Et s'il était sensible à ça, il aurait arrêté. Il va arrêter, oui. Oui. Mais malheureusement, ils ne sont pas sensibles à ça. Donc, quand tu décris, ce sont des gens qui ont du mal à se connecter aux émotions des autres. Il est au courant de ce qu'il ressent, mais peu importe ce que tu exprimes sur ton visage, dans tes paroles, dans tes pensées, il ne peut pas se connecter aux émotions des autres. Soit il ne peut pas, soit il ne veut pas, mais le fait est qu'il ne le fera pas. Et donc, il va ignorer ta souffrance, il va ignorer ta douleur, et peut-être maintenant, quand tu vas souffrir, il va étirer. Si ça montre un écart et qu'il est au-dessus, ça procure cette insatisfaction. Oui. Maintenant aussi, il faut aussi souligner que très souvent, ce sont des choses qui apparaissent à partir de l'âge adulte. Vraiment, quand on parle de la personnalité de type narcissique, très souvent, ce sont des choses qui apparaissent à l'âge adulte. Donc, on va au-dessus de 20 ans. Plus tôt, vraiment, il faut les chercher ailleurs. Okay. C'est des choses qui apparaissent à l'âge adulte. Et maintenant, on va se dire, il y a à peu près un tiers aux environs après 50 ans, là, un tiers d'entre eux vont guérir spontanément. Mais habituellement, oui, pas tous, peut-être un tiers, après 50 ans, là, ils vont guérir spontanément. Mais à cet âge-là, on a fait sa vie. Bon, on a plus ou moins fait sa vie. Oui. Voilà, oui, donc, c'est en grosso modo, c'est ça. On a déjà détruit ce qu'on avait à détruire, on continue. Bon, disons que, on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard,
Mais quand même, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites et que on va juste essayer de faire ce qu'on peut faire de mieux avec ce qui nous reste, comme temps en avant. Alors, vous avez dit que ce caractère se fait voir après 20 ans. Est-ce que c'est héréditaire? Comment on fait? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on acquiert ça? Est-ce qu'on devient comme ça? En fait, il y a toujours des composants génétiques à tous ces comportements. Même peu importe le comportement qu'on a, il y a un composant génétique. On ressemble un peu à notre père, notre mère. Et dans ça, il y a du gène. Mais principalement, ça relève de l'éducation. Et quand on dit éducation, ça ne veut pas forcément dire les parents. Parce que l'éducation, en gros, c'est toutes les influences qu'on a reçues. Oui. De l'environnement. Aussi, oui. Donc, par exemple, on va démontrer que une personne qui vit dans un quartier démuni a plus de chances de finir par faire un trouble de la personnalité qu'une personne qui vit dans un quartier, qui vient d'un quartier aisé. Oui. Okay? L'adversité dans l'enfance, tout ça. Aussi, maintenant, le mot d'éducation parentale. Si tu as un père qui est narcissique, c'est qu'il y a de fortes chances que tu finisses narcissique parce que c'est le mode de fonctionnement qui va t'enseigner. Oui. C'est normal. Oui, pour toi, c'est normal d'être comme ça. C'est ce que tu as vécu toute ta vie. Tout comme c'est normal de rester sur son lit si, depuis l'enfance, tu as appris qu'il faut rester sur le lit le matin. Donc, ce sera normal de mépriser les gens si c'est ce que tes modèles faisaient. Oui. Tu vas reproduire ce que tes modèles t'ont enseigné. Donc, c'est vrai qu'il y a une composante génétique, mais c'est principalement ça relève principalement de l'éducation, de l'environnement, des influences sociales. Okay, d'accord. Alors, on a entendu, est-ce que beaucoup de femmes viennent vous voir dans ce cadre-là? Beaucoup de femmes, dans le cadre de vos consultations, est-ce que vous recevez beaucoup de femmes qui viennent vous voir Je n'ai pas le droit de dire oui ou non parce que les confidentiels sont confidentielles. Ah, ok, je change ma question. Est-ce que vous rencontrez dans le cadre de votre travail des gens, des femmes, même des hommes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont perverses narcissiques, qui viennent... Oui, même dans l'environnement. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des pervers narcissiques. Je voudrais aller à la suite d'abord de ce que le médecin a dit, parce que, étant donné que moi je fais le travail social, il faut que je donne des explications pour que tout le monde comprenne. Okay. Je vais faire une illustration. Le pervers narcissique est un peu comme quelqu'un qui met un programme dans la tête de son... Vis-à-vis. Oui. Il met un programme. Un bon informaticien peut expliquer ça. Et puis, il s'assoit comme je suis assise. Il utilise la commande. Quand il veut que son partenaire, sa partenaire rit, il va rire. Il zappe. Quand il est content, tout le monde est content. Quand il est fâché, tout le monde est fâché. Quand il dit allons à gauche, tout le monde va à gauche. Et dans beaucoup de couples, on trouve ce genre de personnes. Ils réussissent à convaincre leur partenaire qu'ils ne valent rien sans eux. Et même les hommes vivent dans de telles situations. Hein, oui, parce qu'on utilise les femmes. C'est valable pour les deux. Pour les deux, mais les femmes le vivent beaucoup plus. Si bien qu'on trouve donc dans les couples des gens qui ne sont plus capables de prendre des décisions, des femmes qui ne sont plus capables de prendre des décisions. Elles ne savent même plus si elles souffrent ou pas. Parce que ce qu'elles subissent, est-ce que c'est normal qu'elles le subissent? Est-ce que ce n'est pas normal? Elles ne savent plus. Elles y sont habituées. Oui, bon, habituées dans la douleur. Maintenant, est-ce qu'elles ont même envie de sortir de là? Elles ne savent pas. Parce que, en même temps, quand on commence à donner les conseils, c'est tellement lourd qu'on ne sait plus, on ne sait pas souvent qui elles nous prennent. Ouais. Est-ce qu'on leur veut du mal? Est-ce qu'on leur veut du bien? Et si bien que beaucoup de femmes se retrouvent donc en train de vivre avec quelqu'un, elles développent beaucoup de maladies. Parce qu'elles n'arrivent pas à prendre la décision, parce qu'elles ne savent pas si c'est elles qui ont raison, ou si elles n'ont pas raison. Oui. Donc, elles développent beaucoup de maladies, elles deviennent bizarres, elles ne parlent plus, parfois elles se replient sur elles-mêmes. Et c'est comme ça dans beaucoup de couples, malheureusement, dans la société. Alors, maladies, comme quoi? Citez-moi une ou deux maladies qu'elles développent à force. Elles peuvent avoir des problèmes au niveau du cœur. Oui. Elles peuvent développer des maladies comme le diabète. Elles ont des problèmes à l'estomac. J'en ai même vu qui ont le rhumatisme. Certains sont arrivés à un stade où elles ne voyaient plus bien à cause du stress. Parce qu'elles étaient tellement mal que finalement, elles ne voyaient plus bien. Il y a des gens qui ont du mal dedans. Ça, c'est des choses que j'ai souvent vues. Hein. Quelqu'un a dit que, on ne sait pas si c'est les dents ou c'est les gencives, mais à force de réfléchir, ça crée ces problèmes. Maintenant, quand elles partent faire les consultations, on dit qu'il n'y a rien.
si elles n'ont pas développé les maladies comme le diabète, par exemple. Parfois, quelqu'un pense qu'elle a mal au cœur. Quand elle arrive, il y a quelqu'un qui avait dit un jour qu'il est parti chez un cardiologue, quelqu'un qui a vécu vraiment avec une narcissisme. Je ne vais pas raconter son histoire. Et la personne, c'était un monsieur grand, costaud. Quand il vient chez le cardiologue, il dit qu'il a mal au cœur. Le cardiologue dit que non, tu n'as pas mal au cœur. Et il dit pourquoi? Je sens ceci, je sens ceci. Il dit que non, un cardiaque ne peut pas entrer dans mon bureau comme tu es entré. Donc tu as des problèmes psychologiques, des problèmes. Il lui a donc raconté tout ce qu'il subissait dans son couple. Oui. Donc en fait c'est ça. Alors Amel, à quel moment tu comprends que tu n'as pas affaire à quelqu'un de... J'allais dire normal, vous allez me dire si ce n'est pas le cas, de ça. À quel moment, quel est le comportement ou bien l'acte qui t'a alerté? L'acte qui m'a alerté, c'était la façon dont il me présentait à ses proches et la façon dont il me traitait quand on était à deux. Parce que quand il me présentait, il disait, bon, Amel est une brave fille très intelligente, qui sait prendre soin de sa famille et tout. Mais quand on est à l'intérieur, tout ce que tu fais n'est jamais assez. Il faut lui dire merci pour tout. Il va te dire que bon, comme il m'a connu avec les cheveux courts, quand ça commence à pousser, je fais les tresses. Il dit non, je n'aime pas. Le lendemain, tu fais une autre coiffure, je n'aime pas. À force de ne pas aimer, je remets tout à terre. Et là, maintenant, il est très mécontent. Il dit que non... Même s'il m'avait vu avec les cheveux courts, ça ne veut pas dire qu'il souhaite avoir une femme qui a des cheveux courts auprès de lui. Il dit que, mais à force de changer de coiffure, je ne sais plus exactement quoi faire. Mais il ne va pas aimer la coiffure courte. Dès qu'il y a des étrangers, il vous trouve très belle. Alors, enfin, devant les gens, il donne l'impression de bien te traiter, mais dans le privé, c'est différent. Oui, c'est un peu ça. Donc, comme je dis, au milieu quand il y a des spectateurs, c'est quelqu'un qui te glorifie, qui est à tes pieds, qui se soucie du moindre besoin que tu peux avoir. Mais dès que les gens ne sont pas là, ils commencent à trouver que tout ce que j'ai fait pour toi, est-ce que tu mérites même ça? Regarde ce que tu as fait, est-ce que ça suffit? Est-ce que tu me traites bien? Quand je t'ai même apprécié au niveau de nos amis, tu ne m'as pas aussi apprécié comme j'étais appréciée. Et c'est là où j'ai commencé à me demander que je me trouve dans quel film. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de pervers narcissique? Oui. Je fais dans l'audiovisuel. On a amené parfois à regarder d'autres chaînes. Et je regarde depuis des années une émission sur France 2, Toute une histoire. Et la particularité de cette émission, c'est que des gens viennent poser des problèmes. Et quand on vient poser des problèmes, il y a même des concernés parmi. Donc, comme nous sommes ici, on va dire, bon, j'ai vécu avec une personne narcissique. Et vous allez trouver quelqu'un qui est assis là aussi qui dit que, bon, je me reconnais comme une personne narcissique. Et maintenant, il y a un spécialiste. On les écoute et maintenant, on essaie aussi qu'ils expriment leur ressenti. Est-ce qu'ils sont conscients du mal qu'ils font aux autres? Donc, c'est dans ce cadre-là que vous... Oui, c'est dans ce cadre-là que je me suis rendu compte que vraiment, c'est le chemin que j'avais à côté de moi. Alors, est-ce que tu as rapidement collé cet adjectif, enfin, ce nom, pervers narcissique, à cet homme, à cette époque-là? Bon, quand je regarde l'émission, je vois beaucoup de ressemblances. Je pense même que c'est le thème exact qu'il faut attribuer à ce que je vis. Mais en même temps, quand je commence à parler autour de moi, tu vas entendre, c'est la toiture qui cache tout, ce n'est pas fait nulle part, c'est la femme qui bâtit sa maison. Il faut supporter. Une bonne femme soumise fait ce que son mari demande, s'arrange à suivre tout ce qu'il dit et mettre en pratique. Donc c'est comme ça que bien qu'ayant regardé l'émission, je réadapte maintenant mon esprit pour être une bonne femme soumise qui bâtit sa maison.
Alors, pardon. Maria Apollinaire, est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de pervers narcissique avant? Ah oui, je peux dire, peut-être c'est à travers, à la télé, hein, parce que je regardais souvent Mission Impossible. Oui. Oui, j'avais souvent l'habitude d'entendre. Alors, qu'est-ce que toi t'as alerté? C'est quoi ce qu'il a fait de grave? Allons comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait de grave? De grave, bon, comme je disais, au départ, tout allait bien. Mais avec lui, j'ai constaté, c'est au moment où je ne cédais pas à ses caprices. Ses caprices, ça veut dire tout ce qu'il disait. Je devais être d'accord avec ce qu'il disait. Mais quand je suis arrivée à un certain niveau, je lui disais que non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Il trouvait que c'est un problème. Et au milieu des gens, il me prenait pour un pot de fleurs. Il disait toujours, telle est ci, elle est ça. Donc, il me jetait trop de pots de fleurs. Mais lorsqu'on se retrouvait en aparté, oh, tu es qui? Tu es quoi? Sans moi, tu n'es rien. Si je ne suis pas là, tu es fini. Bon, il me dénigrait tellement. Et par moments, quand je restais devant un miroir, parce que c'est lui-même qui me demandait parfois que, regarde-toi dans un miroir. Tu n'es rien sans moi. N'oublie jamais ça. OK? Donc, quand je te dis de faire ceci, tu dois le faire. Bref, je ne sais même quoi dire, hein, franchement, parce que il m'a tellement traumatisée. Cette personne m'a tellement traumatisée. Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que tu t'es plaint? Non, je ne me suis pas plaint parce que moi, je trouvais que c'était normal. Comme j'ai dit au départ, tellement il m'avait donné d'affection, d'amour, et moi, je trouvais que c'était normal. C'est quand je me suis séparée de lui, c'est quand il y a eu une distance que j'ai compris que maintenant, je vivais avec quelqu'un qui ne s'appartenait pas au fait. Il n'était pas seul dans sa vie. Mais est-ce que les gens autour de toi t'ont alerté? Les gens m'alertaient, je ne comprenais rien. Qu'est-ce que les gens disaient? Les gens disaient, tu ne vois pas que ce monsieur-là, il n'est pas normal? Il te méprise tellement, il te dit, j'ai dit non, je trouvais ça normal. Puisque déjà, quand nous étions à deux, pour lui, il me disait que suis seulement ce que je te dis. Même si c'est quelqu'un d'autre qui te dit, ne suis pas, suis seulement ce que moi je te dis. Parce que c'est grâce à moi que tu es là, c'est grâce à moi que tu peux t'exprimer. Donc, comment dirais-je? Donc, je ne pouvais pas prendre une décision sans lui. Je ne pouvais pas prendre une décision sans lui. C'est lui qui décidait pour moi. Attendez, je viens à vous. Il y a quand même une grosse dépendance émotionnelle dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Mais le narcissique, il s'organise. Hein? J'ai dit qu'il installe le programme. Donc, il s'organise. Il sait exactement ce qu'il doit faire pour que sa poire fonctionne comme il veut. Déjà, il fait le vide autour de son partenaire. Il s'organise à faire le vide. Et quand il fait le vide, il vous a à lui tout seul. Et maintenant, il s'organise à montrer aux partenaires, comme dans le cas de Maria Apollinaire des deux, que vous ne pouvez, si vous souriez même, si vous avez un joli sourire, c'est grâce à lui. Tout ce que vous avez, c'est grâce à lui. Et quand il a déjà installé ce programme-là, à la fin, c'est facile de fonctionner, puisqu'il n'y a pas de résistance. Elle dit que les gens lui parlaient, ne comprenaient pas. Justement, quand quelqu'un vous a déjà pris la tête, comme on dit, les gens peuvent vous parler autour. Et s'il n'y a pas un choc violent, vous ne prenez pas de recul. Hein. Donc, tant qu'il vous entretient, il réussit à vous entretenir, vous ne pouvez pas vous ouvrir aux autres. Parce qu'en même temps, ils sont très avisés, ils sont très vigilants. Ils regardent ce qui se passe autour. Dès que quelqu'un essaie de donner un conseil, il a le mot correct pour dire que telle personne est jalouse de toi, l'autre ne veut pas que tu réagisses pour telle raison. Et au niveau de la famille, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il met la famille de côté, il vous montre que c'est vous qui valez. Si bien que même si la famille vient mettre la pression, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui repoussez les gens, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Oui. Il a déjà fait le travail en amont. Voilà, il a déjà fait le travail. Donc, même si les autres dans l'entourage, ils viennent faire le travail, tant que la personne même n'est pas convaincue qu'il est en train de souffrir et qu'il doit sortir de là, parfois c'est extrêmement difficile de la sortir de là. Okay. Et ce que j'ai aussi oublié de souligner, c'est le genre de personne, lorsqu'il va vers une amie ou bien vers un membre de ta famille, il raconte des bêtises pour qu'on puisse te repousser. Et entre-temps, lui aussi, il vient dire, tel a dit. Donc, du coup, il sème l'écart. Il sème le désordre, il sème le désordre. On ne sait pas où se trouve la vérité. Et subitement, tu te retrouves
à être seul. Donc tu le prends comme ton seul, le seul à pouvoir te protéger dans toutes les situations, toutes les circonstances. Il met toutes les barrières pour que tu ne puisses pas avoir quelqu'un qui puisse te tenir la main pour te donner un conseil. Amel, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir en disant que dans l'exemple de mon vécu, quand je l'ai rencontré, la particularité qu'il avait aussi, c'est qu'il avait beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis et ses amis le reconnaissent comme quelqu'un de très gentil, serviable et respectueux. Mais quand il vous présente à sa famille, les gens se mettent un peu à l'écart de vous. Et quelques personnes qui se rapprochent de vous veulent se rassurer que vous êtes une personne très patiente, très attentionnée et qui ne crie pas, qui ne parle pas fort. Vous ne comprenez pas pourquoi, au lieu de se soucier de vous, on vous pose des questions juste pour savoir peut-être si vous avez la maîtrise de soi dans votre fonctionnement quotidien. Docteur, c'est peut-être parce que la famille connaît la personne. Tel qu'elle est décrite là, la famille devait connaître le personnage. Oui. Et peut-être c'était une façon de s'assurer que j'espère que où tu pars là, tu pourras t'en sortir. Donc, on va dire, ce qu'il faut, en fait, ces personnes-là, le plus dur, c'est que elles sont comme déconnectées de la réalité. Elles ont inventé un film, peut-être un mensonge dans lequel elles sont les premières personnes trompées. Elles y croient plus que tout le monde. Et ça fait que tout le reste là, ça décolline. On lui dit n'importe quoi, il y a un blocus. Elle ne peut pas se remettre en cause. Oui. Et malheureusement, quand ça va entraîner des frustrations, ça peut se décliner en violence domestique et tout ça. Oui. Ouais. Je crois même qu'au début, tu as demandé des statistiques. Oui. Au Cameroun, si on prend les données de l'Institut national de statistique, les dernières qui ont été publiées, c'était en 2018, ces données disent que au Cameroun, parmi les femmes en couple, une femme sur deux a été victime de violences physiques avec blessure. Une sur deux? Une sur deux, durant l'année 2018. Donc c'est un problème qui est plutôt banal dans notre société. Et malheureusement, il y a un contexte culturel qui est favorable à des personnes qui ont ce genre de comportement. Parce que si, comme dans ton cas, tu vas demander conseil, on te dit que c'est ça, le mariage, le toit cache beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, le toit cache beaucoup de choses, ça c'est vrai. Mais quand même, il faut se dire qu'à partir d'un certain moment, il y a des limites à ne pas franchir. Ok? Oui. Et parfois, je me dis que dans notre société, il faudrait même qu'on repense la définition qu'on a du mariage. Parce que souvent, les gens se disent, on donne l'impression que c'est une définition rigide. La définition du mariage évolue avec les époques et avec le temps. La preuve la plus évidente, c'est que actuellement, chez nous, on dit par exemple qu'on ne conçoit pas l'homosexualité comme étant un mariage. Ailleurs, ça se conçoit. Ça se conçoit, oui. Ailleurs, ils ne conçoivent pas que la polygamie soit un mariage. Ici, on le conçoit. Donc, il faut déjà accepter que la définition du mariage n'est pas universelle. Et que c'est nous, les hommes, qui donnons une définition au mariage. Qui adaptons la définition à notre environnement, à nos mœurs aussi. Voilà, justement. Donc, par conséquent, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est ça le mariage. Si on peut avoir mieux que ça, pourquoi ne pas upgrade ce concept de mariage? Okay? Ce qui est sûr que pour qu'une société avance, il faut que les gens se mettent en couple. Il faut que les gens procréent. Okay? Mais dans tout ça, il faudrait quand même qu'on essaie de voir comment on peut ajuster les choses pour que le vécu de la chose soit mieux, soit meilleur. Donc, en fait, grosso modo, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et malheureusement aussi, on va souvent se dire que ce sont des gens qu'on peut changer. On y revient. On y revient. Mesdames, j'ai envie de poser une question un peu personnelle. Et il faut que je la pose. Comment il était dans l'intimité? Est-ce qu'il était affectueux? Est-ce qu'il était tendre? Je m'adresse à vous deux. Je ne vous demande pas de me décrire. Je veux comprendre le comportement à l'extérieur et à ce moment précis. Est-ce qu'il était tendre dans l'intimité? Est-ce qu'il était affectueux? Oui, il était tellement tendre. Tellement. Mais après, là, c'est comme si il avait seulement vu... c'est comme s'il avait seulement... bref, je ne veux pas trop entrer en profondeur. Non, alors, ça veut dire que... Après, c'est comme s'il avait seulement vu un diable devant lui, après avoir... Alors, dans l'instant, il était bien, affectueux, mais après, l'instant, il changeait. Il change, il devient comme un animal. Sans aucune raison. Je me rappelle une fois, il me dit, après avoir fini, il me dit,
game over. Et là, il a fait ça peut-être 3 ou 4 fois. Hein. J'ai dit, mais c'est quel genre de personne ça? Mais bon. Je pense que c'est dû au fait que, comme le narcissique recherche son plaisir personnel, l'intimité, ça lui fait plaisir, ça lui procure du plaisir. Il s'y met parce que lui, ça lui procure du plaisir. Maintenant, après son plaisir, il s'en fout. Il redevient la personne qu'il était avant. Et puis, il s'en fout. Quand il aura encore envie d'elle une autre fois, il va redevenir gentil. Il commence à te flatter, mais une fois qu'il a déjà obtenu ce qu'il veut, il change complètement. Il faut me dialoguer. Non, ça va, je n'ai pas besoin. Tu n'es pas à mon niveau. Alors, Armelle, c'était pareil? C'était pareil? Oui, c'était quelqu'un de très tendre et affectueux. Et qui s'arrangeait, je peux utiliser le mot arranger, qui s'arrangeait à ce que, quel que soit son degré de mécontentement, il s'arrangeait à ce qu'à ce moment-là, il soit très, très gentil et affectueux. Et après? Il restait gentil et affectueux? Oui, après bon... Madame a dit tout à l'heure, c'est des personnes qui essayent d'écrire dans la tête de son vis-à-vis. Donc, après, il va te ramener un sujet comme quoi, qu'est-ce que tu penses de la manière dont une femme doit se comporter avec les amis de son mari. Quand tu seras la philosophie juste après le moment. Quand tu seras en train d'expliquer, bon, les amis de mon mari, je dois les adopter, je dois me préoccuper d'eux quand ils sont là et tout. Il va te dire non, ce n'est pas ça. Quand je te pose cette question, c'est pour que tu dises que les amis de ton mari doivent devenir tes amis. Parce que pour la petite histoire, on était encore en voie de se marier. Donc, on ne vivait pas vraiment ensemble. Okay. On était en voie de se marier. Donc pour lui, il me mettait dans la tête que dès qu'on se marie, ses amis doivent devenir mes amis. Et je ne dois plus marcher avec n'importe qui. Et que mes amis, et parmi mes amis, il sélectionnait les amis adaptés à la circonstance. Tel peut être ton ami, tel ne doit pas être ton ami. Et la plupart l'une des particularités qu'il avait aussi, c'était, à un moment donné, c'est comme s'il connaissait mes amis plus que moi. Donc, je peux être au bureau, on m'appelle, oh, tel m'a rendu visite, il m'a offert un présent. Mais quand tu écoutes tout ce qu'il a fait là-bas, tu te rends compte qu'il s'est renseigné sur toi sur plusieurs points. Donc, et quand vous vous retrouvez, il dit, bon, vraiment, ton ami là m'a dit quelque chose qui ne m'arrange pas sur toi. Assois-toi là, tu m'expliques un peu ça bien, je comprends. Je crois que là, je vais profiter pour ajouter un truc par rapport je vous en prie, docteur. Par rapport aux signes qui permettent d'identifier très tôt dans une relation qu'une personne peut être de type narcissique. En plus du fait qu'il te traite comme un trophée. Il y a justement ce comportement-là qu'on essaie de t'isoler. Oui. Mais il faut même aussi dire que parmi les signes qui suggèrent une relation pathologique, au-delà du fait d'être narcissique, une relation pathologique. Quand une relation t'isole de ton cercle social précédent, elle est pathologique. Okay. Elle est toxique? Oui, elle est toxique, pathologique. Oui. Et ça, c'est valable à tous les niveaux aussi. Oui. Que ce soit un ami qui entre dans ta vie, que ce soit un nouveau groupe religieux que tu fréquentes, que ce soit un nouveau rang politique que tu fréquentes, si ça doit t'isoler de tous les tiens, c'est que c'est toxique. Quelqu'un peut entrer dans ta vie, il n'y a pas de problème. Okay? Mais il entre dans ta vie et il fait partie de ta vie comme tous ceux qui rencontrent. Il trouve sa place. Voilà, il trouve sa place, justement. En sortie des autres. Voilà, justement. Mais tout ce qui vient et qui t'isole de tout ton cercle social précédent est dangereux. Donc ça, c'est des principes de base. Le gars va te traiter comme un trophée, il va vouloir t'isoler. Et ça montre un mauvais départ. Ouais, et maintenant, c'est l'occasion de souligner le contexte africain, parce que quand on va dans un mariage à l'africaine, on n'y va pas couper du reste. Okay? C'est on porte sa famille, on porte ses amis. Oui. Justement. Et dans cette logique-là, ça n'aurait pas de sens que dès le départ, ils viennent déconstruire tes liens que tu as avec ton cercle social et ta famille. Voilà, oui. Donc, quelqu'un peut même... Parfois, on peut dire un petit bon sens, c'est du genre... Quelqu'un peut arriver dans ta vie et te dire que je n'aime pas tel ami.
c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais le je n'aime pas tel ami ne doit pas impliquer que tu dois te défaire de tel ami. Ok? Il peut ne pas l'aimer, c'est libre à lui. Peut-être que quand vous êtes ensemble, il peut-être le supporte parce que c'est ton ami. Enfin, il accepte aussi au minimum parce que c'est ton ami. Oui. Ou alors peut-être il se retire quand vous êtes ensemble. Oui. Voilà, oui. Mais exiger de toi que tu te détaches, bon, peut-être que à la limite, il peut te donner des arguments. Oui. Mais la décision te revient. Mais la décision te revient en fait. Oui. Et elle doit te revenir. Oui. Parce que ce n'est pas un ordre, c'est une vie d'adulte. Un adulte ne donne pas un autre adulte. Un adulte fait ses choix. Voilà, oui, justement. Alors, Marie-Apolline, est-ce que tu avais peur de lui? Au départ, je n'avais pas peur, mais à la fin, j'ai eu vraiment peur de lui. Parce qu'il était violent. Physiquement aussi, ça s'est transféré? Physiquement et moralement aussi. Parce qu'il me lançait des paroles vraiment inhumaines. Et il me violentait beaucoup. Beaucoup. Madame Etondé, est-ce qu'ils ont un type de femme? Est-ce qu'il y a un type de femme qu'ils aiment ou bien ils tombent sur n'importe quelle femme et puis est-ce qu'ils identifient leurs victimes? Je vais le dire. Mais voilà, vous parlez de la victime. Est-ce qu'ils identifient ou bien ils partent au hasard? Non, ils ne partent pas au hasard. Évidemment, ils vont identifier les victimes. Et la victime, eux, ils sont très vifs. Si bien qu'ils vont identifier le genre de personnes à qui ils ont affaire au départ. Hein. Parce qu'une personne qu'on ne plie pas, ça se sent au départ. Oui. Il y a des femmes qui sont très épanouies. La femme qui dit oui, après, elle dit aussi non. Donc, on sait déjà que celle-là... On ne peut pas l'amener à dire... La femme qui dit oui, elle reste dessus, qui dit non, elle reste dessus. Oui, c'est-à-dire, la femme, elle montre que je t'aime, mais je ne suis pas prête à mourir pour toi. Oui. Je t'aime, mais j'ai mon point de vue, j'ai mon travail, j'ai mon environnement social, comme le docteur Togem a dit. L'environnement social est très important. Et elle n'est pas violente, elle n'est pas brutale, mais... elle communique, elle explique pourquoi elle est avec ces gens-là et qu'elle doit continuer à être avec eux, elle va continuer à faire son travail. Mais ils savent que leurs victimes ne vont pas forcément avoir le même état d'esprit. Oui, je ne veux pas telle chose. Ok, tu as raison. Je ne veux pas, tes parents sont très sévères. Oui, moi-même, je sais qu'ils sont très sévères. Je ne veux pas. Et puis c'est parti. On s'engage très facilement parce qu'on sait qu'on va balayer l'entourage très rapidement. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est nous-mêmes qui alimentons voilà. les pervers. C'est nous-mêmes. Parce que beaucoup de gens, surtout comme les femmes, on a ce comportement. Hein. On aime trop se plaindre. On aime que les gens aient pitié de nous et tout ça. Le pervers aime ça. Quand il tombe sur une femme pareille, il se frotte les mains. Donc, c'est nous qui les alimentons. Si on arrête d'alimenter le pervers, il n'aura plus les armes pour nous avoir. Oui, en même temps, comment elle fait? C'est-à-dire qu'une femme, elle rencontre quelqu'un qui est charmant, qui est ce qu'elle attend. Oui. Comment elle fait pour savoir qu'en face, c'est quelqu'un qui veut abuser d'elle? Docteur Togem a donné des signes. Hein. Et bon, peut-être que c'est difficile à détecter. Il va peut-être nous l'expliquer encore. Non, mais il y a je vais revenir signes, oui. Oui, des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui, comme il a dit, quelqu'un qui nous traite comme un trophée. C'est-à-dire, quelqu'un, quand ça l'arrange, il nous valorise parce qu'il veut qu'on dise qu'il est avec Marie-Apolline, elle a un teint clair, elle est ceci, elle est cela. Lui, il a réalisé un exploit et ça l'arrange. Il nous coupe de notre environnement social. Ça devrait nous interpréter, ça devrait nous interpeller. Il est nerveux, nous on n'a rien à dire, c'est lui qui connaît tout, c'est grâce à lui qu'on... C'est à peine si on ne respire pas dans ses poumons. Tout ça là, parfois on le remarque dans la relation, hein. Avant de s'engager, on le remarque, mais c'est des choses qu'on néglige. Oui. Et parfois aussi on pense que quand quelqu'un est très possessif, c'est un signe d'amour. Quand il vous fait la jalousie, à certains endroits, même quand il vous tape, ça veut dire qu'il vous aime. C'est pour ça que lui, il est en train de voir que voilà, il est tombé sur un bon client. Docteur, j'aimerais, vous avez cité quelques signes, quelques caractéristiques. J'aimerais que vous m'en citiez 3, c'est-à-dire qui sautent aux yeux. 3 caractéristiques qui sont majeures. Donc, disons, avant d'arriver là, il faut qu'on fasse un peu de recul et de background. La personnalité narcissique, ça fait partie du grand groupe de ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, qui ne sont pas des maladies mentales. Donc, à ce titre-là,
ça ne les excuse. Ce qu'ils vont faire à cause de la personnalité narcissique, ça les excuse pas. Les excuse il n'y a pas de circonstances atténuantes. Non, il n'y en a pas du tout. Ok. Donc ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Ils sont entièrement responsables et conscients de ce qu'ils font. D'accord. Maintenant, autre élément aussi qu'il faut dire, c'est que, comme je disais tantôt, des troubles de la personnalité, il y en a en tout 10 types. Mais 10 types là, c'est depuis 2 ou 3 ans, parce que bon, la science évolue. Okay. Depuis 2 ou 3 ans, on a l'impression que les 10 là se ressemblent trop entre eux pour qu'on puisse les diviser. Oui. Okay. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de muter vers quelque chose où on ne donne plus des noms aussi spécifiques. On dit juste trouble de la personnalité. Et donc, à cet égard-là, ce sont des personnes qui ont un mode de fonctionnement qui est toxique. Tous les 10 là. Et maintenant, on se rend compte qu'il y en a même plus. Mais ce qu'ils ont de commun, c'est que c'est un mode de fonctionnement qui est toxique. Ce sont des personnes qui sont psychorigides. Ça veut dire qu'ils ont une façon de penser. On fait n'importe comment, ça ne va jamais les changer. Ils vont seulement continuer comme ça et ça fait que ce soit difficile de collaborer avec eux parce qu'ils ne se remettent pas en cause. Ouais. Ils ne peuvent pas s'adapter sur une situation parce qu'ils vont toujours faire de la même façon, peu importe ce qui se présente devant eux. Donc, à cet égard-là, quand on rencontre quelqu'un, des éléments justement qui montrent qu'il a une personnalité qui pourrait être problématique, okay, c'est première chose, comme on l'a dit déjà, si il t'isole, okay, ça veut dire déjà que bon, toi tu vas vivre quel genre de vie avec quelqu'un qui donc tu t'engages dans quel genre de vie si doit être ton seul contact en société. Ça va ressembler à quoi? Okay. Deuxième chose, le gars, on a dit il faut que la personne, bien qu'il ait l'amour, comme Catherine a dit, bien que je t'aime, j'ai ma vie, j'ai mon travail, j'ai. Et donc, si ce gars n'est pas capable de respecter la différence, le fait que tu sois une personne entière, le fait que vous puissiez ne pas être d'accord sur certaines choses, c'est que là, c'est bonjour les problèmes. Parce qu'il est sûr que vous ne serez pas toujours d'accord. Et si vous êtes toujours d'accord, c'est que c'est un mensonge. Donc, ça veut dire que forcément, il y a une personne qui va souffrir de ça. Okay? Maintenant, dans ça, en regardant, on pourra se dire qu'il a une personnalité narcissique. Mais des personnes qui vont avoir des comportements qui ressemblent beaucoup à ce que vous décrivez aussi ici, ce sont des personnes antisociales. Okay? Et comme elle disait tantôt, comme quoi notre attitude nourrit. Parce que il faut savoir que de la façon que ça va commencer, c'est de la même façon que ça va continuer. Si tu acceptes quelque chose au début, c'est pas un problème, mais il faut être prêt à l'accepter jusqu'à la fin, oui. Voilà, oui. Donc, si dès le début, tu es d'accord avec le fait qu'il te coupe de ton cercle social, ok, il faudrait être prêt à subir ça jusqu'à la fin. Et comme on le dit souvent, ça aussi a été montré scientifiquement, on va dire ça comment? L'amour fait naître une relation, les sentiments font naître une relation, mais c'est l'attitude qui fait durer la relation. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un gars, même s'il te traite bien et qu'il méprise les autres, sache que la façon qu'il traite les autres, c'est comme ça qu'il va te traiter quand l'amour va finir. Il va finir par te mépriser. Voilà, oui. La façon qu'il traite les autres, là, c'est comme ça qu'il va te traiter quand l'amour va finir. Donc quand il te traite comme un trophée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te vante au point de mépriser les autres. Les autres, oui. Mais ça veut dire que la façon que tu es en train de te traiter comme un trophée là, c'est voilà ce qui t'attend. Ce qu'il met en bas de l'échelle pour te mettre en haut là, c'est ce qui t'attend après. Okay? Tu vas aller les rejoindre. Oui, tu vas partir les rejoindre. Ça c'est très vrai. Donc, très souvent on dit, même scientifiquement c'est connu, la meilleure façon d'observer l'attitude de quelqu'un, c'est de voir comment il se comporte devant une personne neutre, devant une personne de qui n'attend rien. Donc même quand tu rencontres quelqu'un, la meilleure façon, comme on dit souvent, la meilleure façon de connaître comment il se comporte, c'est de voir comment il se comporte avec un subordonné, une personne lambda, de voir comment est-ce qu'il traite sa mère, tu vois. Parce que bon, devant sa mère, on suppose qu'il n'a plus rien à prouver. Okay? Devant son père, il n'a plus rien à prouver. Donc s'il méprise sa mère, il y a de quoi t'inquiéter pour toi. Même s'il t'aime, c'est que ça risque d'être un problème, il risque de devenir un fardeau pour toi plus tard. Voilà, oui. Donc, ce sont ces petits éléments-là. Donc de se dire que si un gars te traite, même si un gars te traite bien, et qu'il ne te traite bien qu'au nom de l'amour, sache que l'amour ne va pas durer éternellement et que le jour ça va finir, ce sera les problèmes. Donc, si il te traite bien, tu vois qu'autour de toi, il traite les autres bien, ou si tu vois que la façon qu'il se comporte avec les autres personnes, c'est en fait, il faut prendre ça comme étalon du minimum avec lequel tu pourras dealer. Si tu vois que le minimum là peut suffire pour une relation durable, ok, c'est bon. Mais si tu vois qu'il n'y a que toi qui traite bien, non, et que les autres c'est la galère, bientôt tu vas rejoindre le camp de la galère. Et est-ce que le camp là tu pourras le supporter?
point d'interrogation. Maintenant, par rapport aux attitudes qui nourrissent ces personnalités-là, justement, dans les troubles de la personnalité, quand on les distingue encore, il y a ce qu'on appelle les personnalités dépendantes, qui sont très souvent retrouvées chez les femmes. Et ça, quand un pervers narcissique tombe sur une femme avec une personnalité dépendante, c'est le jackpot. Il y a ça, je te le garantis. Il est à l'aise. C'est le jackpot. C'est le jackpot. Parce que la personnalité dépendante vit aux dépens de quelqu'un. Oui. Elle a besoin d'être accrochée à quelqu'un. Oui, elle a besoin d'être accrochée à quelqu'un. C'est son tout. C'est lui qui lui permet de respirer. S'il n'est pas là, elle va suffoquer. Et le narcissique a besoin de quelqu'un comme ça, là, qui lui sert d'esclave, qui va... Donc, ça fait une combinaison parfaite. Parfaite dans le sens... Parfaite pas pour dire que ce sera un couple heureux. Non, parfaite... Mais ce sera un couple où c'est la souffrance de A à Z, mais ils auront du mal à se séparer. Oui. Parce que justement, on est dans cette pathologie-là où on doit porter cette plaie-là qui nous fait mal, mais on n'arrive pas à se défaire. Voilà, et on chemine ensemble. Oui. Maintenant, le drame aussi qu'il y a souvent avec la vie d'adulte, avec les couples, c'est que les engagements qu'on prend ne concernent, c'est pas seulement nous que ça concerne. Il y a des enfants qui vont naître de cette vie-là. Et c'est là alors le comble. Parce qu'on peut se dire que l'adulte est responsable et qu'on peut me changer d'avis de moi, on se sépare. Mais si chemin faisant, il y a un enfant, ça devient quoi? Imagine-toi devoir éduquer un enfant dont le père est narcissique, qui va manipuler l'enfant pour t'atteindre. Ah oui. Mais l'enfant là va souffrir de ça toute sa vie. Il sera gâté, comme on dit souvent. Donc, en fait, c'est tout ça qu'il faut mesurer en sachant que... Il faut juste savoir que l'amour ne dure pas éternellement. Même si on l'entretient, il ne faut pas dire du principe que ça ne dure pas éternellement. Et qu'il faudrait essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait être traité le jour que l'amour va finir. En voyant comment est-ce qu'il traite les autres. Alors, docteur, il y a que les personnes vous dites quoi, à personnalité narcissique, c'est ça? C'est ce que vous dites? Bon, il y en a comme je dis, on en comptait 10, même comme maintenant on ne fait plus trop de Alors, il paraît qu'ils sont très jaloux. Oui, c'est vrai. Qu'ils ont une jalousie débordante. Oui, parce que si tu es important, ok, si tu prends quelque chose, ça veut dire que tu le fais ombrage. Oui. Ok. Si tu prends sa petite amie, ça veut dire que peut-être c'est une preuve de faiblesse de sa part. Mais un narcissique ne peut pas être faible. C'est un héros, c'est un fort, c'est un gars qui est grandiose. C'est Superman, quoi. Voilà, oui, justement. Et toi, au lieu de venir même l'aduler, tu viens encore prendre sa petite amie, ça n'a pas de sens. Ok. S'il est à un lieu de service, peut-être quelqu'un pose, je ne sais pas trop quoi, on est là, on lave le sol, l'enfant lave le sol. Tu arrives, tu dis, mais tu as bien lavé aujourd'hui. Hein. Il va être gêné que tu fasses un compliment à l'enfant. Parce que ce compliment, tu aurais dû le lui faire. De lui faire à lui. C'est la seule personne qui est importante sur cette terre. Donc, il discute même ça avec son enfant. Tu dis que même ça, tu vas venir faire un compliment à l'enfant, mais c'est bien comme tu as lavé le sol. Ou vous êtes en table. Peut-être c'est pas trop quoi. Ou la ménagère a cuisiné, ou même tu cuisines. Ok? Et quelqu'un fait un compliment. Ça, c'est déjà au niveau, ça se calme dans la relation, parce qu'il n'arrive plus à cacher. Tu cuisines même. Il invite l'ami à venir manger. L'ami dit, mais madame, c'était bon aujourd'hui. Vous avez mis quoi dans la nourriture là? Ah, laisse ça, elle cuisine quoi? Voilà ça le gêne même qu'on fasse un compliment à une autre personne, à quelqu'un d'autre. Oui, et donc, c'est pour montrer que cette jalousie-là, ce n'est pas... En fait, c'est juste qu'il est gêné de voir qu'on fasse ombrage à sa gloire. Oui. Il faudrait que ce soit toujours lui qui soit mis au centre de l'attention de tout le monde. Et si donc l'attention est tournée vers une tierce personne, ça l'énerve. Et c'est donc d'où vient ça, la jalousie. Donc quand il est jaloux, là, ce n'est pas parce qu'il t'aime ou parce qu'il tient à toi, parce qu'il voit qu'on veut t'arracher. Non, c'est quand on lui fait ombrage. C'est ça son seul problème. Okay. Et de la même façon que hier, il traitait un trophée parce que le trophée le glorifiait. Quand il va dire que ma femme, c'est pour dire que voyez la femme que j'ai réussi à obtenir. Vos femmes là valent quoi? À côté d'elle. À côté d'elle. Oui. Ce n'est pas pour dire que... Est-ce que le trophée c'est une pierre? Qu'on dépose quelque part et on va se balader, oui. Mais le trophée symbolise le fait que celui qui le détient, c'est un qui a pu accomplir de grandes choses. Qui a le mérite d'avoir pu prendre ça. Voilà, oui. Donc tout ça, c'est toujours une façon de dire que je suis. Ce n'est pas une façon... Il n'y a aucun respect dans toi. C'est une façon de dire je suis. Donc, si je veux revenir sur des petites astuces pour identifier des relations toxiques dès la base, c'est que quelque chose, une relation qui t'isole de ton cercle social, c'est une relation toxique. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il faut voir comment la personne traite les autres. Les autres, oui. Okay. Et question de se donner une jugeote sur comment est-ce qu'il va te traiter quand l'amour sera fini. Et si c'est bon, ok, tu continues. D'accord. Okay. Maintenant, s'il faut revenir sur
le côté narcissique, le fait qu'il te traite comme un trophée, okay? Le fait qu'au nom de te glorifier, qu'il méprise d'autres personnes, ça montre que ça va se passer mal après. Donc, s'il faut résumer en 3 points, voilà les 3. Alors, Pauline, est-ce que tu te retrouves dans ça? Appris aujourd'hui. Hein? Est-ce que tu retrouves cet homme dans cette description-là? Oui, je retrouve cet homme dans cette description. C'est tout lui. C'est tout lui. Armel, toi aussi? C'est tout lui. Mais la différence... Une minute, oui. Mais la différence avec moi, c'est qu'il n'était pas jaloux. C'est ça la différence, docteur. Avec moi, il ne faisait pas de jalousie. Donc, il était tellement sûr de lui. Il y avait des moments, je venais vers lui, je lui disais, bé, comme tu vois, tel m'a dragué, mon ami m'a dragué. Il dit, ah, c'est pas important, ça ne m'intéresse pas. Donc, il n'était pas jaloux. Parce que c'est déjà assis dans sa tête. Il avait déjà son programme. Ça télécommande surtout. Ça télécommande, il avait un bon Il faut programme. aussi dire une chose, c'est qu'en médecine, tous les patients ne se présentent pas exactement de la même façon. Il y a toujours des petites variantes. Là, je te dis ce principaux, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Alors, on tire à la fin. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'on doit se méfier des relations au départ qui sont surchauffées. Oui. On est très gentil, on a envie d'être avec nous tout le temps, matin, midi, soir. Très amoureux. On est très amoureux, on a envie de nous épouser rapidement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc il faut faire attention. Une bonne relation, on prend le temps de la construire. Oui. On prend vraiment le temps de la construire. Donc il faut, pour reconnaître, pour ne pas tomber dans le piège des pervers narcissiques, il faut y aller doucement. Oui. Okay. Donc, s'il vous plaît, je voudrais vous demander, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils sont et est-ce qu'il y a un moyen de les guérir? Sinon, est-ce qu'il y a moyen de les guérir? Conscience, bon, plus ou moins conscient. Ils peuvent être conscients, ils peuvent ne pas être conscients. C'est un débat qui n'avance même pas, en fait. Oui. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que, bon, malheureusement, déjà, ce n'est pas une maladie. Okay? Et est-ce qu'on peut les guérir? Comment on peut les aider? Disons donc ça comme ça, si ce n'est pas une maladie, oui. Déjà, la moindre des choses, c'est de ne pas tomber dans le jeu. Okay? Que quand il fait son one-man show là, on se retire. C'est pas avec moi que tu vas faire ça. Oui. Okay? Ça, c'est la moindre des choses parce que essayer de les changer, c'est peine perdue. Okay? Il y a beaucoup de choses qu'on essaie là, mais après, ce serait un miracle que ça marche. Maintenant, comme je disais tantôt, habituellement, au-delà de 50 ans, beaucoup spontanément vont changer. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose. Si à l'heure, on se retrouve à faire quelque chose, on va peut-être se dire que c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'elle a changé. Mais très souvent, l'âge, à un moment, l'âge les fait fléchir. Mais ça, c'est pour une minorité. Et sinon, la plupart du temps, c'est un comportement qu'on va garder à vie et on ne peut pas les fléchir. Donc, ils ne changent pas? Ils ne changent pas. C'est peine perdue de vouloir les changer. Oui. Donc, habituellement, quand tu sens rien que tu ne peux plus gérer, c'est mieux de te retirer juste. Ouais. Donc, on dit aux femmes, si elles ont affaire à ce genre de monsieur, qu'elles partent? La moindre des choses, c'est quoi? C'est que tu essayes quand même. Okay? Non, la moindre, tu essayes. Okay? Mais si tu essayes, ça ne marche pas. Okay? Ne t'appuie pas sur l'argument comme quoi un jour il va changer. Oui. Non, c'est faux. Ouais, dans 2 minutes, on conseille aux femmes qui sont dans cette situation en 2 minutes. Oui, moi je conseillerais aux femmes de ne pas trop s'adonner. Il faut essayer d'identifier même les armes du narcissique parce que lorsqu'on identifie leurs armes, leur manière de fonctionner, ils sont affaiblis. Parce que eux, comme je disais tout à l'heure, c'est nous qui les alimentons. Mais si nous avons le courage de regarder le narcissique en face et de lui dire « ça je ne fais pas », parfois même, ce qui a marché, c'est qu'on leur dit « je sais que tu as fonctionné de telle manière ». Ils deviennent nerveux. Eux-mêmes, ils peuvent partir. Oui. Donc, il faut qu'ils sachent qu'on sait à quel jeu ils sont en train de jouer, ce qu'ils sont, et que maintenant, on a décidé de ne plus marcher. Les femmes qui ont décidé, qui ont réussi à quitter ce genre de personnes, c'est des femmes qui ont fini par taper le poing sur la table. Elles m'ont dit, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je ne suis plus d'accord, je ne marche plus. J'ajoute quand même un petit truc, comme j'ai dit, le but n'est pas de quitter la relation. Le but, c'est que on a tous une attitude qui n'alimente pas son comportement. Là. Maintenant, si dans ça, on réussit à avoir un fonctionnement qui est viable, c'est bon. On reste, oui. Si ça ne marche toujours pas, ok, et qu'on est obligé de partir, qu'on parte. Mais qu'on ne reste pas là, c'est tu es croyant qu'il va changer un jour. Il va changer. Armel, tu as un conseil, un mot? Le conseil que je vais donner beaucoup plus aux femmes, c'est que quand on prend la décision d'aller en mariage, ça veut dire on veut fonder une famille, on va avoir des enfants. Il serait important de pouvoir partir quand ça ne va pas, parce qu'il ne sert à rien qu'on fasse des enfants qui vont souffrir de nous avoir pour parents. Donc quand vous prenez quelqu'un qui vous traite mal,
comment allez-vous traiter l'enfant que vous allez mettre au monde? Comment l'enfant là va finir? Donc je pense qu'en se projetant ici, nous allons prendre un peu plus de bonnes décisions. Maria Apollinaire, tu es plus forte aujourd'hui? Tellement forte. Moi, ce que je vais dire aux femmes, c'est que dès que vous constatez que votre partenaire a un comportement qui puisse nuire à votre avenir, vraiment coupez les ponts. Parce que le fait de dire qu'il faut s'engager, l'amour là, on ne contrôle pas. Hein? Parce qu'une fois que vous serez déjà trempé dans l'amour là, vous allez seulement continuer et vos enfants vont subir des conséquences. Donc vraiment, il faut savoir bien analyser votre partenaire. Il faut apprendre le temps de bien analyser son comportement, comme j'ai dit, c'est très important. Et pensez aussi à l'avenir de vos enfants. Parce que ça dépend de votre décision et de votre choix. Madame Etonde, merci encore d'être venue ce soir. Oui, merci aussi, merci pour les gens que je suis chez moi. Est-ce que vous avez oublié? Armelle, merci beaucoup de t'être prêtée, d'avoir partagé ton expérience, d'être prêtée au jeu. Merci beaucoup. Merci Maria Apollinaire. On va se revoir bientôt. Doublement merci docteur, on en a appris beaucoup ce soir. Hein, mesdames? On en a beaucoup appris. J'espère que nos téléspectateurs et tristes ont appris aussi. L'idée était de vous donner des armes pour pouvoir reconnaître ce monsieur, cette dame qui a un comportement toxique. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Au revoir.